Monsieur le préfet, Madame le maire de Dax, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le représentant de l'UFAC, Monsieur le directeur départemental de l'ONAC, chers Jean-Hugues, chers amis et camarades, c'est avec émotion que je prends la parole pour présenter le rapport du Bureau national, car il manque à cette tribune Louis Corbeau et Mireille Monnier-Lovy. Le 7 juillet dernier, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, participa à la cérémonie commémorative annuelle de la rafle du Veldiv, qui, les 16 et 17 juillet 1942, vit l'arrestation à Paris et en banlieue de 13 152 personnes, dont 4 115 enfants et jeunes de 2 à 16 ans, apatrides ou de nationalité allemande, autrichienne, polonaise, tchécoslovaque, soviétique, toutes étant de confession tout simplement d'origine juive, au regard des lois racistes de Nuremberg en 1935 et des tout aussi racistes statuts pétainistes des Juifs d'octobre 1940 et juin 1941. Les arrestations opérées par la police et les gendarmes français. La phrase du président de la République, c'est bien la France qui organisa la rafle puis la déportation, et les propos qui l'ont suivi en l'explicitant ont ouvert une polémique d'ordre politique et rouvert une controverse d'ordre historique. Comme l'avait fait d'ailleurs lors de la campagne présidentielle, se tenue le 15 février 2017 à Alger par le candidat Emmanuel Macron, concernant la colonisation qualifiée par lui de crime contre l'humanité, de vraie barbarie. De telles polémiques, de telles controverses ne sont pas nouvelles dans notre pays. Que l'on se rappelle celles ayant suivi concernant les fusillés pour l'exemple, lors des mutineries de 1917, le souhait exprimé le 5 novembre 1998 à Craonne par le Premier ministre d'alors, Lionel Jospin, de les voir, je cite, réintégrer aujourd'hui pleinement notre mémoire collective nationale. Celle plus récente, ayant trait à l'esclavage et à la traite des esclaves noirs vers les colonies françaises d'Amérique, aux guerres coloniales et plus spécifiquement celles récurrentes depuis bien plus d'un demi-siècle rapportant à la guerre d'Algérie. D'évidence, nous sommes un pays où, pour reprendre le titre d'un livre de l'historien Henri Rousseau concernant Vichy, le passé ne passe pas. C'est-à-dire qu'en permanence, l'histoire est invoquée, convoquée, pourrait-on dire, dans nos débats politiques et sociétaux les plus contemporains, et de manière le plus souvent, sinon toujours, contradictoire par leurs protagonistes. Dès lors, l'authenticité des faits historiques rapportés, la fidélité de la mémoire transmise par les acteurs et les témoins, la rigueur des analyses des interprétants et des leçons qui en sont tirées sont un enjeu majeur de la vie démocratique. Ce qui confère aux instants ces personnes participant à l'établissement et à la relation des faits historiques, chercheurs, historiens, institutions publiques, instituts publics et privés, fondations, ainsi qu'à la transmission des connaissances et de la mémoire, témoins, enseignants, associations mémorielles, médias, un rôle important. Un rôle, mais aussi une responsabilité, impliquant, là encore, une exigence de rigueur, mais aussi d'honnêteté intellectuelle qui, c'est une méthode, n'est pas toujours au rendez-vous. Des approximations par facilité ou faible connaissance, confirmant parfois la falsification pure et simple, surtout quand elles sont faites sciemment. Parce que ce sont les anciens résistants qui l'ont fondé dans sa première mouture à l'automne 1944, alors que la guerre pour achever de libérer la France et abattre le nazisme continuait, parce que ce sont des résistantes et des résistants de tout mouvement, de toute forme de lutte, qui à partir de 1952 et surtout 1954 ont développé sur une base pluraliste pour en faire la plus grande association de mémoire des luttes et des valeurs de la résistance, poursuivant jusqu'à nos jours son combat contre le fascisme, l'ANAC, c'est-à-dire l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, est, par ses origines et son histoire particulièrement sensible à la mémoire de cette période qui vit notre pays occupé, et lors de laquelle des Français, sur le sol national et partout dans le monde, s'affrontèrent au nazisme et au fascisme, alors que d'autres Français s'avilirent à collaborer avec eux, allant jusqu'à emprunter leur méthode et à s'associer à leur crime. Pour autant, l'ANAC, sans se substituer à d'autres associations démocratiques avec lesquelles il entretient et entretient des relations fraternelles, et dont l'objet est par exemple la lutte pour la paix et contre le racisme, tel le BRAC, la LICRA, les droits de l'homme, le mouvement de la paix, n'a jamais été indifférente à ces problèmes, ainsi qu'à bien d'autres. Et elle s'est souvent exprimée à leur sujet, comme ce fut le cas quand la guerre froide
menaçait de dégénérer en un conflit armé majeur ou lors des guerres coloniales négatrices de l'aspiration de peuple à la liberté et génératrices de graves atteintes aux droits de l'homme. Ainsi, concernant les propos du président Macron sur la colonisation, une remarque. Le chemin de fer Congo-Océan, qui relie la capitale du Congo, Brazzaville, à l'intérieur du pays sur le fleuve Congo non navigable jusqu'à l'océan, au port de Pointe-Noire, situé sur le golfe de Guinée à 511 km de là, a aujourd'hui un rôle important dans la vie économique contemporaine de ce pays. Il le fut encore plus avant que ne soit mis en exploitation par ex-Congo le pétrole du golfe de Guinée. Et il est toujours une voie de communication majeure pour les populations entre la côte et l'intérieur du pays. C'est, diront certains, l'œuvre et le legs de la France de la colonisation. Certes, la décision prise en 1921 de le construire fut française, le Congo étant alors une colonie française. Mais peut-on ignorer que la motivation de la construction de cette voie de chemin de fer par la Société de construction des Batignolles, la SSB, et par la Compagnie lyonnaise de l'Afrique équatoriale française n'a rien eu d'humanitaire, et qu'elle a répondu aux besoins d'exportation vers la France du coton du sud tchadien, de l'ivoire, de l'or, du cuivre, du cacao, de l'huile de palme, des bois précieux tels le Guinée, du caoutchouc, produit par la compagnie forestière Fanga ou Bangui, qui exploita durement à cette fin des milliers de travailleurs forcés africains comprend par le Code de l'indigénat, lequel ne sera aboli qu'en 1946 par l'Assemblée issue de la Résistance. Ce Code de l'indigénat, véritable statut de servage, avait été utilisé pour rafler, entre 1921 et 1934, plus de 127 000 Africains au Congo, au Tchad, dans l'ouest de l'actuelle Centrafrique, pour la construction du Congo-Océan. Entre 18 000 et 20 000 d'entre eux mourront sur le chantier d'épuisement, de malnutrition, de manque d'hygiène, de soins, d'absence de normes de protection contre les accidents. La Société de construction des Batignolles, constructrice du Congo-Océan, avait d'ailleurs de l'expérience. Entre 1904 et 1910 en Indochine française, elle avait construit, au prix de 12 000 morts, la ligne de chemin de fer reliant le port tonkinois de Haiphong à la ville chinoise de Kunming. On conçoit que dans ces conditions, le bilan de la colonisation soit des plus controversés par ceux qui en ont été, entre guillemets, les bénéficiaires. Et les déclarations faites à Alger par Emmanuel Macron, la qualifiant de crime contre l'humanité et de barbarie, méritent mieux que les cris d'orfraie qu'elles ont suscités de la part de certains, plus soucieux d'utilisation bassement politicienne que de controverses intellectuelles permettant de l'apprécier le plus souvent possible dans toute sa dimension et ses divers aspects historiques. D'autres propos récents du président Macron ont eux aussi suscité la polémique. Ils reprenaient ceux tenus par le président Chirac le 16 juillet 1995 lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. Je cite, 16 heures, je cite le président Chirac, 16 heures noires souillent à jamais notre histoire et font une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. La France, pays des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Des propos qui seront tenus aussi sous les ordres voisines par ses successeurs. Ainsi, le 16 juillet dernier, le président Macron a déclaré, je le redis ici, je cite, je le redis ici, c'est bien la France qui organisa la rafle puis la déportation, et donc pour presque tous la mort, les 13 152 personnes de confession juive, les 16 et 17 juillet 1942, à leur domicile, les 16 et 17 juillet 1942 à leur domicile, dont plus de 8 000 furent menés au Veldiv avant d'être déportés à Auschwitz, parmi elles 4 115 enfants de 2 à 16 ans, dont aujourd'hui nous honorons plus particulièrement la mémoire, pas un seul Allemand qui prête à la main. Nous ne pouvons ne pas faire de commentaire de cette présentation de ce crime que fut la rafle du Veldiv, qui, à notre avis, ne prend pas en compte cette réalité historique, à savoir quelle fut la mise en œuvre en France des décisions de la conférence tenue le 20 janvier 1942 à Wannsee, près de Berlin, par les dirigeants nazis sous la direction de Reinhard Heydrich, chef des services de sécurité du Reich. Conférence durant laquelle ils décidèrent ce qu'ils appelleront la solution finale du problème juif, c'est-à-dire l'extermination totale de la population, hommes, femmes, enfants, qu'ils avaient, selon leurs critères des lois de Nuremberg, définis comme étant juifs. Le 6 mai 1942, René Bousquet, nommé quelques jours plus tôt
secrétaire général de la police de l'administration pétainiste, rencontra à Paris Reinhard Heydrich, le maître d'œuvre de la solution finale, qui l'informa de la volonté allemande de déporter en 1942 plus de 100 000 juifs de Belgique, des Pays-Bas et de France. C'est ce que les responsables nazis appelleront l'opération Vent printanier. Le 25 juin 1942, Théodore Dannecker, conseiller SS aux affaires juives en poste à Paris, annonce à Miguel, l'adjoint Bousquet, que devront être livrés 10 000 juifs de zone sud, en même temps qu'il exige l'arrestation de 40% de Français parmi les 22 000 juifs devant être raflés à Paris, dans la Seine et la Seine-et-Oise. Le 4 juillet, c'est dans les bureaux de la police SS, situés au 31 bis de l'avenue Foch à Paris, que, en présence de Dannecker, Knocken, Bousquet et d'Arquet-Pellepoix, se tient la conférence d'organisation de la RAF. Le 10 juillet 1942, l'ultime réunion préparatoire de la RAF a lieu au commissariat pétainiste aux affaires juives, en présence de Dannecker et de celui qui va être son successeur, Henriksson, avec la participation de Bloquet et de représentants de diverses administrations du gouvernement pétainiste. Ainsi dire que pas un seul Allemand ne prêta la main à la RAF définitive ne traduit pas le contexte historique de cette RAF, conséquence directe de la décision allemande de solution finale et qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Vent printanier, conçue et décidée par les Allemands pour l'Europe occidentale. Des Allemands qui seront présents à toutes les étapes de la préparation de la RAF, même si, le jour même, lors duquel elle s'opéra, ils se garderont habilement d'apparaître visiblement, laissant la police française se compromettre aux yeux de la population, en particulier dans l'arrestation de vieillards, de malades, de femmes et d'enfants. Dire cela n'enlève rien à la responsabilité criminelle de Laval, qui dira « prenez les enfants ». Bousquet, Bloquet, Arquet-Pellepoix et Pétain, qui se firent les exécutants zélés de la politique nazie de déportation, en premier lieu, en mettant au service de cette politique des forces de police et des services administratifs du régime mis en place par le coup d'État institutionnel du 10 juillet 1940, celui de l'État français. Avant d'évoquer cet État français, non que se donna le régime pétainiste une précision encore concernant la RAF du Veldiv. Dans leur grande majorité, apatrides ou de nationalité étrangère, les victimes de l'opération Vent printanier, dans laquelle s'inscrit la RAF du Veldiv, comptaient parmi elles un nombre non négligeable de réfugiés politiques des régimes totalitaires et fascisants d'Europe centrale et orientale. Ils étaient communistes, socialistes, bundistes, anarchistes, le plus souvent athées, et donc non de confession juive. D'autres, en bien plus petit nombre, pouvaient même être des convertis au catholicisme. Ce qui illustre hors de nos frontières Edith Stein, né en 1891 en Allemagne à Breslau, l'actuelle ville polonaise de Wrocław, dans une famille juive pratiquante, devenue athée, puis se convertissant en 1921 au catholicisme, brillante intellectuelle, elle devint la collaboratrice du fondateur de la phénoménologie Edmund Husserl, d'origine juive, convertie au protestantisme en 1881, se verra en application des lois antisémites de Nuremberg interdire 55 ans plus tard, d'enseignement par les nazis en 1936. De même, Edith Stein sera pour la même raison, et aussi parce qu'elle est une femme, interdite d'enseignement à l'université par l'arrivée des nazis au pouvoir début 1933. Entrant au Carmel de Cologne, elle y devient, le 5 avril 1934, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Le 31 décembre 1938, elle partira aux Pays-Bas, au Carmel d'Echt, où il rejoindra sa sœur Rosa, elle aussi, convertie au catholicisme. Les Pays-Bas sont occupés par les nazis en mai 40, en même temps qu'ils envahissaient la France. Le 2 août 1942, Edith Stein sera arrêtée avec sa sœur et tous les juifs néerlandais ayant reçu le baptême catholique, déportée à Auschwitz le 7 août 1942, elle y sera gazée le 9 août avec sa sœur Rosa. Une autre de ses sœurs et un de ses frères, restés de confession juive, mourront eux aussi dans les familles. Edith Stein a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 1er mai 1987 et canonisée par le même pape le 11 novembre 1998, devenant pour l'Église catholique Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Ce qui illustre aussi, en France même, Alexandre Glasberg, né en 1902 dans une famille juive à Jitomir, en Ukraine tsariste, et son jeune frère, Villa. Convertis au catholicisme, dans leur jeune âge, par leurs parents, ils quittèrent plutôt l'Ukraine en 1920, et après avoir séjourné en Autriche, émigrèrent en France entre 1929 et 1932. Alexandre va poursuivre des études théologiques qui le conduiront à être ordonné prêtre le 24 septembre 1938 et nommé vicaire de la paroisse Saint-Amand à Lyon
où l'ami Laurent Romigneux se consacrait à l'aide aux réfugiés et aux flux nazis. Son frère Villa, après un passage au séminaire, s'engagea dans l'armée. Connaissant maternellement le yiddish, l'une des langues communautaires juives avec le judéo-espagnol et le judéo-arabe, souvent parlé par les originaires des pays d'Europe centrale et orientale, réfugiés qui immigraient en France, l'abbé Glasberg va être, dès l'été 40, le délégué du cardinal Germier, archevêque de Lyon et primat des Gaules, au comité d'aide aux réfugiés du Brésil. En novembre 1941, l'abbé Glasberg prend l'initiative de la création de la direction des centres d'accueil, la DCA. 5 centres sont hébergés et munis de faux papiers de jeunes juifs sortis des camps d'internement pétainistes. 5 centres situés dans le Rhône, la Drôme, le Cantal et l'Auvergne, et dans le Gers, au château de Béguet, à Cazomont, dont il confie la direction à son frère Villa, alias Alain Vermont, qui recevra l'aide du maire de Cazomont et celle de Monseigneur Théas, évêque de Rouen. Hélas, dénoncé, Villa Glasberg sera arrêté le 16 août 1943, déporté et assassiné à Auschwitz, les nazis n'attachant pas la moindre importance à sa confession catholique. Après l'arrestation de son frère, l'abbé Glasberg, qui avait été début 1942 à l'initiative de la création de l'amitié chrétienne au sein de laquelle ont collaboré dans les autres persécutés des catholiques et des protestants, va passer à la clandestinité, devenant l'abbé Élie Corvin, curé de Hélébosque dans le Tarn-et-Garonne, où il sera en contact avec une équipe de témoignages chrétiens, participant à la création du maquis de Saint-Amand et à celle du comité départemental de libération, dont il sera membre jusqu'en 1944. Après la guerre, l'abbé Glasberg, qui poursuivra son action en faveur de déshérités persécutés, entra en février 1963 au bureau national de notre association, l'ANAC. Il en deviendra vice-président en mai 1966, premier vice-président en 1976 et le restera jusqu'à sa mort le 22 mars 1981. Ce qui illustre tragiquement le martyre de Lichtenstein et de sa sœur Rosa, ainsi que celui de Villa, le frère de l'abbé Glasberg, c'est que les persécutions nazies contre les Juifs ne découlèrent pas, d'une appartenance d'ordre confessionnel à la religion juive, mais d'un présupposé racial, raciste, faisant des Juifs, quelle que soit leur confession ou absence de confession religieuse, un peuple à exterminer parce que, selon les nazis, dangereux pour la soi-disant race arienne supérieure. Un présupposé qui, hélas, fut partagé par des Français, par l'État français. Un régime qui exista bien en France, entre 1940 et 1944, mais qui n'était pas la France. En octobre 1941, René Cassin publia dans la revue américaine Foreign Affairs un long article au titre interrogatif « Vichy or Free France », c'est-à-dire Vichy ou la France libre. René Cassin, depuis 1914 docteur en sciences juridiques, économiques et politiques, gravement blessé de guerre en 1914, l'un des fondateurs de l'Union fédérale des anciens combattants, ici toujours, professeur aux facultés de droit de l'Université de Lille, puis de celle de Paris, représentant de la France à la Société des Nations de 1924 à 1928, poste dont il démissionna pour protester contre les accords de Munich, c'était dès le 24 juin 1940, embarqué à Saint-Jean-de-Luz sur le bateau britannique L'Écrique pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. D'où celui-ci avait le 18 juin lancé à la BBC son appel à poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie. Privé de sa nationalité française et condamné à mort pour trahison par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand, mesure qu'il considéra nulle et non avenue car émanant de structures illégitimes, René Cassin s'était vu dès son arrivée à Londres confier par le général de Gaulle la rédaction des statuts de la France libre ainsi que celle du texte des accords régissant les relations entre la France libre et la Grande-Bretagne, signé le 7 août 1940 par De Gaulle et Churchill. Il va aussi inspirer le manifeste lancé à Brazzaville le 27 octobre 1940 par le général de Gaulle, qui déclare notamment « Il n'existe plus de gouvernement proprement français. En effet, l'organisme sis à Vichy et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l'envahisseur. Dans son état de servitude, cet organisme ne peut être et n'est en effet qu'un instrument utilisé par les ennemis de la France contre l'honneur et l'intérêt du pays. » Ces 3 phrases posent dès octobre 40 les termes du débat ouvert en 1995 par les déclarations du président Chirac qui rallumait cet été.
L'article René Cassin, dans le numéro d'octobre 41, ne fera une affaire pour en développer les aspects. Le premier, René Cassin, est un brillant juriste, concerne l'inconstitutionnalité du vote du 18 1940 par 357 députés et 212 sénateurs sur 649 présents et un effectif total de 907, réunis en Assemblée nationale à Vichy, donnant tout pouvoir au maréchal, au gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Elle sera ratifiée par la nation et appliquée par les assemblées qu'elle aura créées. La présente loi constitutionnelle, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale, sera exécutée comme loi de l'État. En effet, l'article 8 de la Constitution de la Troisième République, promulguée le 25 février 1875, précise que les chambres auront le droit, par délibération séparée prise en chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles en toutes les parties devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Depuis le coup d'État de Bonaparte du 18 Brumaire, 19 décembre 1799, qui donna naissance au consulat avant le Premier Empire, ainsi, seuls les chambres, députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale avaient, selon la Constitution de la Troisième République, le pouvoir de procéder aux révisions constitutionnelles, et non de s'en dessaisir au profit d'un homme. Pour être irréfutable, d'un point de vue juridique et constitutionnel, l'argument de l'inconstitutionnalité du vote du 10 juillet 1940 ne suffit cependant pas à lui seul pour réfuter l'identification de l'État français à la France. En effet, tous les régimes constitutionnels qu'a connus la France jusqu'en 1940 ont été les conséquences plus ou moins directes d'effets militaires ou de soulèvements insurrectionnels, juillet 1930, février 48, 15 septembre 70, etc. Tous ces changements constitutionnels intervenant donc en violation des constitutions alors en place. Mais c'est une différence majeure avec 1940. Ces changements ont tous été suivis de la consultation du peuple français lors d'élections législatives, référendaires, plébiscitaires. Ainsi, la constitution du consulat de 1799 fut soumise à référendum et recueillit plus de 3 millions de voix. Lors de la brève période des 100 jours, qui entre le 22 mars 1815 et le 22 juin 1815, vit Napoléon de retour de l'Inde, restaurer l'Empire par des actes additionnels aux constitutions de l'Empire, promulgués le 22 avril 1814, en violation bien sûr de la charte constitutionnelle octroyée par Louis XVIII à la suite de la première restauration des Bourbons et alors en vigueur. Ces actes additionnels furent soumis par plébiscite au suffrage des Français le 1er juin suivant, après les élections législatives venues précédemment les 8 et 22 mai. En 1940, il en est autrement. Alors que le vote des parlementaires à Vichy le 10 juillet, constitutionnellement illégal, rappelons-le, a confié au gouvernement de la République, sous l'autorité de Pétain, le soin de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français, qui sera ratifiée par la nation et appliquée par les assemblées qu'elle aura élues, le coup de force du 10 juillet se transformera dès le lendemain en coup d'État. En effet, dès le 11 juillet, Pétain, destituant de fait le président de la République Albert Lebrun, se déclare par l'acte constitutionnel numéro 1, publié sous sa signature, chef de l'État français. Par l'acte constitutionnel numéro 2, publié le même jour, il s'arroge le pouvoir législatif, en Conseil des ministres, qu'il a tous nommés et qui ne seront responsables que devant lui, jusqu'à la formation de nouvelles assemblées. Les assemblées existantes, le Sénat et la Chambre des députés, étant par l'acte constitutionnel numéro 3, ajournées jusqu'à nouvel ordre, et elles ne pourront désormais se réunir que sur convocation du chef de l'État. Elles ne seront jamais convoquées pendant les 4 années d'existence du régime dit de l'État français. Les autres assemblées élues, conseils généraux et conseils d'arrondissement, étant elles aussi suspendues par la loi pétainiste du 12 octobre 1940, et plus jamais convoquées. Il en ira de même pour les conseils municipaux, des communes de plus de 2000 habitants, qui seront remplacés par des assemblées composées de membres nommés par les préfets de l'administration pétainiste. Quant à la consultation des Français sur un texte constitutionnel émanant du pouvoir, elle n'aura jamais lieu.
Ainsi donc, constitutionnellement illégal par son origine, le régime de l'État français n'aura jamais acquis postérieurement à son établissement, le 11 juillet 1940, la moindre légitimité démocratique. Comme l'écrit René Cassin dans son article de Foreign Affairs déjà cité, le gouvernement de Vichy fut à la fois illégal et illégitime. Il ne fut en effet jamais l'émanation démocratiquement exprimée de la volonté du peuple français, même si les témoignages contemporains concordent, la personne de Pétain, qualifiée de vainqueur de Verdun, a joui pendant quelques mois, à l'automne 1940, au sein d'une réelle audience, au sein d'une population en état de choc et en plein désarroi après la défaite de juin. D'autant plus qu'une partie importante du personnel politique, de l'administration, de l'appareil judiciaire, des chefs militaires, des cadres administratifs, des notables locaux et religieux s'étaient ralliés, par habitude, d'obéissance aux ordres, aux hiérarchies en place, par résignation, par conviction, par opportunisme ou par illusion quant à un éventuel double jeu par rapport aux Allemands, à un régime s'attachant à préserver les apparences d'un pouvoir étatique indépendant. Ministère, administration préfectorale, force de maintien de l'ordre, armée, empire colonial, relations diplomatiques. Mais la rafle du Veldiv n'a pas eu lieu en juillet 1940, ni même en juillet 1941, mais en juillet 1942. À cette date, il y avait eu, depuis la mise en place de l'État français, l'entrevue de Montoire le 24 octobre 1940, entre Hitler et Pétain, lors de laquelle Pétain s'engagea dans la politique de collaboration avec l'Allemagne nazie avec l'occupant. Ce qui heurta non seulement les antifascistes, mais aussi nombre de patriotes, y compris politiquement, tant de gauche que de droite. Il y avait eu la promulgation des lois antisémites d'octobre 1940 et juin 1941, les premières rafles de juifs étrangers, ce qui heurta non seulement les antiracistes, mais plus largement les humanistes, notamment catholiques et protestants. Il y avait eu, suite à l'attaque nazie contre l'Union soviétique le 22 juin 1941, la rupture des relations diplomatiques entre l'Union soviétique et Vichy le 30 juin, et l'acceptation de l'ouverture dès juillet 1941, non seulement en zone occupée, mais aussi en zone sud, de bureaux de recrutement de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, appellation en français de l'Infanterie Regiment Sechshundertachtung de la Wehrmacht. Il y avait eu aussi la création, le 23 août 1941, des sections spéciales auprès des tribunaux militaires en zone sud et des cours d'appel en zone nord pour satisfaire les demandes allemandes de répression contre les résistants. Dont une première sentence, prononcée dès le 28 août, envoya à la guillotine 3 otages communistes. Section qui violait un principe fondamental du droit français, à savoir la non-rétroactivité des lois, ce qui heurta profondément nombre de magistrats et avocats. Et il y a eu, suite aux attentats anti-allemands de Nantes et Bordeaux, des exécutions de 48 otages le 22 octobre 1941 à Nantes et Châteaubriand, dont la liste fut dressée avec le concours de Pucheux, ministre de l'Intérieur pétainiste, de 55 autres à Souges, le 24 octobre, de 100 autres à Paris, le 14 décembre, ce qui souleva une profonde émotion au sein de la population. Il y eut le départ, le 27 mars 1942, depuis Compiègne, en zone nord, d'un premier convoi de déportation. Ainsi, au moment de la rafle du Veldiv en juillet 1942, sous-traitance par l'État français d'une politique et d'une décision nazie, cet État français, à savoir la structure de pouvoir pétainiste, a déjà vu se détacher des pans entiers de la société française d'une adhésion initiale à Pétain, y compris au sein même de l'appareil administratif et policier, et se développer une opposition qui, bien que contrainte à la clandestinité, n'en est pas moins grandissante. 22 000 personnes étaient ciblées par la rafle du Veldiv. Plus de 8 500 y échappèrent, par hasard, étant dans un déplacement dans leur domicile, mais aussi parce qu'elles sont averties de danger préalablement par des policiers. Parce que lors de la rafle, des policiers fermèrent les yeux. À Nancy, ou toujours dans le cadre de l'opération Grand Printanier, une rafle était aussi prévue le 19 juillet. Le chef du service des étrangers, de la police de la ville, Édouard Vigneron, son adjoint et leurs 5 collègues en prévinrent la veille tous les juifs menacés qui purent joindre en leur fournissant les papiers nécessaires leur permettant d'atteindre la zone sud. Sur 385 juifs menacés, 353 échappèrent ainsi à l'arrestation. Et puis il y a eu, dès l'automne et l'hiver 1940, la formation de mouvements de résistance, non seulement à l'occupation nazie,
mais aussi au régime de Vichy, tel en zone sud, Libération Sud et France Liberté, en zone nord, Libération Nord, ceux de la Libération et l'organisation civile et militaire, mouvements qui vont se développer en 1941 et début 1942 avec la création en zone nord du Front National qui s'implantera aussi en zone sud, de ceux de la Résistance et en zone sud du mouvement de libération nationale, MLN, de franc-tireur et de combat. Mais au-delà de la prise en compte de toutes ces considérations, l'approche la plus fondamentale quant à la nature du régime installé par Pétain le 11 juillet 1940 n'est-elle pas celle exprimée par le général de Gaulle lors de son discours de Brazzaville et citée au début de cette intervention? Il n'existe plus de gouvernement proprement français. En effet, l'organisme Vichy et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l'envahisseur. Dans son état de servitude, cet organisme ne peut être et n'est en effet qu'un instrument utilisé par les ennemis de la France contre l'honneur et l'intérêt du pays. Fin 1941, à l'exception de quelques neutres, Suède, Suisse, Irlande, Portugal et l'Espagne, non directement belligérants, de la Grande-Bretagne et d'un parti non occupé de l'Union soviétique, l'ensemble des pays européens est sous la domination du Reich hitlérien, de l'Italie fasciste et de leurs alliés finlandais, hongrois, roumains et bulgares. La Tchécoslovaquie et la Yougoslavie ont été démembrées, les États fascistes vassaux du Reich et d'Italie à la souveraineté les plus limitées ont été créés en Slovaquie et en Croatie. La Bohème-Moravie tchèque est un protectorat du Reich avec un gouvernement autochtone à l'autonomie plus restreinte. La Slovénie, ex-yougoslave, a été divisée et annexée entre le Reich et l'Italie, laquelle annexe aussi de fait le Monténégro, comme elle l'avait fait dès 1939 de l'Albanie, tout en y maintenant la fiction d'une existence étatique séparée. Le Luxembourg a été annexé par le Reich, comme l'Alsace-Lorraine, comme le tiers occidental de la Pologne, où dans sa partie centrale, baptisée gouvernement général, a été mise en place, sous l'autorité d'un gouverneur nazi, une administration directe avec des fonctionnaires allemands. En Serbie, ex-yougoslave, occupée par la Wehrmacht et en Grèce, sous la triple occupation allemande, italienne et bulgare, et dont des portions de territoire ont été annexées par les Italiens et les Bulgares, ont été mis en place des gouvernements collaborateurs, celui du général Ledic en Serbie, celui du général Solakoglou en Grèce, disposant d'une administration et de forces de maintien de l'ordre et de répression. La Norvège et la Belgique, les Pays-Bas, dont les gouvernements et souverains se sont réfugiés en Grande-Bretagne, lors de l'invasion allemande d'avril 1940, ont été placés sous la férule de Gauleiter nazis, tels Seysinka aux Pays-Bas ou Terboven en Norvège, qui tenteront, sans qu'ils recueillent une adhésion populaire, de mettre en place des collaborateurs locaux, tels Quisling en Norvège, Mussert aux Pays-Bas, Le Brel en Belgique. Le petit Danemark, occupé militairement, connaîtra lui aussi la loi martiale nazie. Au-delà de leurs différences de statut, administration militaire ou civile allemande ou italienne directe, gouvernement collaborateur, État plus ou moins autonome, tous ces pays et territoires auront en commun une présence militaire allemande ou italienne sur leur sol plus ou moins massif, le pillage de leurs ressources au profit du Reich et de l'Italie jusqu'en septembre 1943, la présence de la Gestapo ayant à ses côtés des organes locaux de répression qui arrêteront, fusilleront et livreront à la déportation les opposants, les résistants, les ziganes, les juifs, qui rapidement vont conduire à des pogroms meurtriers avant des déportations massives vers les camps de la mort, le recrutement de militaires allant combattre sur le front de l'Est, notamment dans les rangs de la Waffen-SS, un service de SPO, de travail obligatoire. Dans tous ces pays, les territoires continueront aussi à être présents, par dizaines et dizaines de millions, des personnes, des populations civiles, pour lesquelles il faudra, tant bien que mal et au gré de la volonté des occupants et de leurs civils locaux, assurer le ravitaillement, les actes d'état civil, l'enseignement, les soins, les déplacements, le fonctionnement des moyens de transport, l'entretien des équipements publics, l'exécution des travaux agricoles. Assimilés au régime collaborateur alors en place par la force des baïonnettes autochtones et étrangères, toutes celles et ceux ayant dû, durant ces années noires, assurer ces fonctions nécessaires à la population, seraient pour le moins une généralisation abusive. Non, tous ne furent pas coupables, comme certains feignent de le croire et tentent de le faire croire, pour diluer les responsabilités des vrais coupables. Le 22 juin 1940, en forêt de Rotonde, représenté par une délégation conduite par le général Kunzinger, c'est le gouvernement légal que préside depuis le 16 juin le maréchal Philippe Pétain de la République française, encore souveraine, qui signe la convention franco-allemande d'armistice suspendant les hostilités entre la France et l'Allemagne. L'armistice avait été demandé le 17 juin par le gouvernement Pétain, alors même qu'il restait à la France des forces militaires importantes, telles sa marine de guerre, tant sur le territoire métropolitain
que, notamment en Afrique du Nord, où Pétain a refusé que le gouvernement se retire. Ces signatures d'armistice actent une défaite de la France, dont 1 500 000 soldats capturés lors des opérations militaires restent prisonniers du vainqueur. Ces termes vont avoir de graves conséquences. Durant les 4 années qui vont suivre, tout particulièrement quant à la réalité de la souveraineté de la France. En premier lieu, l'armistice place sous occupation militaire allemande, sans précision de durée, 55% du territoire français. L'article 2 de la Convention d'armistice précise en effet qu'en vue de sauvegarder les intérêts du Reich, le territoire français, situé au nord et à l'ouest de la ligne tracée sur la carte 6 annexée, sera occupé par les troupes allemandes. Vous voyez cette ligne de démarcation qui passe Dole, Bourges, Tours, elle passe à une distance de 20 km à l'est de la ligne de chemin de fer Tours-Angoulême-Libourg, ainsi que plus loin par Mont-de-Marsan et Orthez, jusqu'à la frontière espagnole. 45 départements sont ainsi totalement occupés, 13 partiellement. Au-delà de cette ligne, une zone libre d'occupation militaire que les contemporains appelleront de ce fait la zone libre. Formellement, selon la Convention d'armistice, le gouvernement français, présidé par Pétain, qui est encore pour quelques jours celui de la République, avant que celle-ci ne soit assassinée le 10 juillet à Vichy au profit du régime dit de l'État français, conserve l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire. Il y aura dans tous les départements, des préfets français dépendant du ministère de l'Intérieur. De fait, pas dans tous, car dès le surlendemain de la signature de la Convention d'armistice, qui ne le prévoit pas, la Moselle est de facto rattachée le 24 juin au Gau allemand du Westphal, avec la Sarre et le Palatinat. Les 2 départements alsaciens étant au Gau Oberrhein, qui comprend aussi le Pays de Bade. Le 24 juillet, l'ancienne frontière franco-allemande de 1871 est rétablie, qui annexe de fait au Reich l'Alsace-Moselle. Le 8 août, Bourrat, le préfet de Moselle, est expulsé. Le 25 septembre 1940, Hitler déclarera que les autorités militaires devront traiter l'Alsace et la Lorraine non pas comme des territoires occupés, mais comme une portion de la patrie elle-même. L'administration pétainiste n'émettra que des protestations mesurées, qui n'empêcheront pas le 24 octobre la rencontre de Montoire, entre Hitler et Pétain, lequel s'engage dans la politique de collaboration. De plus, il est fait savoir aux Allemands que les protestations contre l'annexion de l'Alsace-Lorraine sont surtout destinées à l'opinion publique française. Lors d'une entrevue avec Hitler à Berchtesgaden le 11 mai 1941, l'amiral Darlan, alors chef du gouvernement pétainiste, aurait même, dans le cadre d'une politique illusoire du donnant-donnant, suggéré un échange de l'Alsace contre la Wallonie belge. Ce n'est pas précisément un objectif des Allemands qui ont, au contraire, entamé le processus de détachement du territoire français des départements du Nord et du Pas-de-Calais en les rattachant au gouvernement militaire allemand de Bruxelles qui y appliquera ses propres ordonnances. Ainsi, alors que sur le sol français, les Tziganes seront souvent internés dans des camps de détention, mais non déportés, ceux des départements du Nord-Pas-de-Calais seront, comme ceux de Belgique, envoyés vers les camps de la mort. Quant aux fonctionnaires restant officiellement sous l'autorité de l'administration pétainiste, ils seront, y compris les préfets des 2 départements et le préfet régional, soumis au bon vouloir du gouvernement militaire allemand de Bruxelles quant à leurs actions et déplacements. Il faudra attendre septembre 1941 pour qu'un ministre de Vichy soit autorisé à venir dans la région, et encore pour y participer à l'organisation du renforcement de la répression contre les attentats communistes. De plus, dès juillet 1940, de l'embouchure de la Somme à la Bourgogne, jusqu'à y rejoindre la ligne de démarcation, les Allemands ont mis en place une Nordost-Linie, au nom de laquelle ils contrôlent et limitent le retour des réfugiés, afin de commencer à mettre en place dans la région ainsi délimitée, au nord de cette ligne, un processus de colonisation démographique allemande des terres agricoles sous les auspices de la société Ostland créée à cette fin. Et qu'en est-il du reste de la zone occupée, où existe d'ailleurs une autre frontière intérieure qui, de la frontière belge à la frontière espagnole, délimite une bande frontière de 10 km de large où les déplacements sont limités et étroitement surveillés. Dans les régions occupées de la France, qui plus l'article 3 de la Convention d'armistice, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. Le gouvernement français s'engage à faciliter par tous les moyens les réglementations relatives à l'exercice de ces droits et à la mise en exécution avec le concours de l'administration française. Le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières de manière correcte. Les forces terrestres allemandes
répartis en zone nord au 20 avril 1942, à la veille de la rafle du Veldiv, comprennent 29 divisions d'infanterie, 3 divisions blindées, une division aéroportée, de l'ordre de 300 000 hommes au total, dont par l'article 18 de la Convention d'armistice, les frais d'entretien des troupes d'occupation allemandes sur les territoires français sont à la charge du gouvernement français. L'administration militaire allemande comprend 47 faibles commandants tours, une par département occupé, avec des 13 commandants tours dans les sous-préfectures et principales villes. Elle est confortée dans ses missions de sécurisation de la Wehrmacht et le contrôle des populations par les troupes de sécurité, forte de 40 000 hommes en mars 1942. La Feldgendarmerie, 6 000 hommes. La police de sécurité, le SIPO, et le service de sécurité, le SD, de la SS, qui est présent à Dijon, Bordeaux, Rouen, Vierzon et Chalon-sur-Marne. Début juillet 1942, la préparation de l'opération vent printanier de déportation des Juifs étrangers et apatrides, dans laquelle va s'insérer la rafle du Veldiv, s'accélère. Elle va concerner la région parisienne, mais aussi, nous l'avons vu, la Meurthe-et-Moselle, et même la Bourgogne. Ainsi, le 7 juillet, le chef du SD de Chalon-sur-Marne, le comte von Korff, chef de la SS, adresse une lettre conservée aux archives de la Marne à messieurs les préfets de Chalon-sur-Marne, Troyes et Chaumont. 2 points. Tous les juifs des deux sexes en état de travailler, âgés de 16 à 45 ans, devront être concentrés dans votre département, dans un camp de Chalon-sur-Marne, qui sera établi par le préfet régional. C'est des ordres, hein. La surveillance des juifs concentrés ici, ainsi que leur transfert dans ce camp, sera assurée par la police française. Les autorités françaises devront assurer la nourriture des juifs au camp de Chalon. Le 17 juillet, deuxième jour de la rafle du Veldiv, le préfet de la Marne, Pérétil et Larocca, écrit au commandant de gendarmerie à Chalon-sur-Marne. La lettre est aussi conservée aux archives de la Marne. J'ai l'honneur, cite, de vous adresser le relevé par arrondissement des Juifs apatrides étrangers âgés de 16 à 45 ans qui doivent, suivant les ordres des autorités d'occupation, être concentrés à Chalon, au front de Stalag. Cette opération devra être effectuée avec célérité et simultanément dans l'ensemble du département. Du moment de la notification de la décision des autorités allemandes aux intéressés, ils ne devront plus être perdus de vue. La concentration devra être terminée pour le mardi 21 juillet, à midi au plus tard. On peut, à l'aune de cet échange de lettres, mesurer la réalité de la souveraineté du gouvernement pétainiste en zone occupée, dont l'administration et la police sont, de par la Convention d'armistice, aux ordres des autorités d'occupation, lesquelles ont décidé la rafle du Veldiv, celle de la Marne et des départements champenois, et d'autres encore. Ce qui est la responsabilité des plus condamnables, criminels, du gouvernement pétainiste, c'est de ne pas avoir cherché à s'opposer à l'utilisation, même prévue par la Convention d'armistice, par les Allemands des forces de police et de gendarmerie française, pour l'exécution de leur plan de déportation vers les camps des Juifs étrangers et apatrides, et pire, de l'avoir facilité, d'y avoir collaboré. C'est même d'avoir négocié avec les nazis leur livraison, y compris ceux de zone sud, contre une protection bien temporaire contre les Juifs, des Juifs français contre la déportation. Il est vrai que le régime pétainiste, qui dès le 3 octobre 1940 avait, avec le premier statut des Juifs, pris de sa propre autorité de premières mesures discriminatoires aggravées par la suite à l'encontre des Juifs, dont une partie importante du personnel politique et de la haute administration était issue des milieux de l'extrême droite, xénophobes, antisémites et fascisantes de l'entre-deux-guerres, était engagée depuis Montoire dans une politique de collaboration dont la composante criminelle à l'encontre des Juifs étrangers et français sera l'un des principaux aspects. Alors oui, le crime qu'a représenté la rafle du Veldiv, décidé par l'occupant, a été commis en France. Oui, il a été commis avec le concours de Français, en premier lieu des dirigeants du régime dit de l'État français, qui ne s'y opposèrent pas, et même le corps organisé avec les responsables nazis, mais qui n'était pas la France. Fait unique en Europe, l'Allemagne nazie n'occupa pas militairement tout le pays vaincu, lui laissant une apparence de souveraineté. Cette magnanimité découlant en premier de la crainte de voir notre pays continuer la guerre à partir de l'Afrique du Nord, où aurait pu se replier à l'hiver et Marcel Kébir, la puissance militaire, marine militaire française basée à Toulon, et de l'Afrique occidentale et équatoriale française, dont les ports auraient été ainsi ouverts à la flotte britannique. Des ambassadeurs étrangers, non seulement des pays de l'Axe, mais aussi de pays neutres, tels la Suisse, et même de l'URSS jusqu'à fin juin 1941, et des États-Unis jusqu'à la mi-novembre 1942, seront présents à Vichy. Ils vont se raréfier à partir de 1943,
notamment quand plusieurs pays d'Amérique latine rejoindront le camp des Alliés. Mais cette, entre guillemets, souveraineté de l'État français sera y compris en zone sud d'équilibre des plus limitées de par les clauses de l'armistice de 1940. Ainsi, son armée, sur le sol métropolitain, sera réduite à 100 000 hommes. Vous savez, il y a 300 000 au nord de la ligne de démarcation. À 100 000 hommes. Elle ne disposera en 1942 que de 64 automitrailleuses, mais aucun tank. Le service militaire est suspendu jusqu'à un hypothétique traité de paix. La fabrication de matériel militaire en zone sud et en Afrique du Nord est interdite, de même que l'existence d'un service de renseignement. Après l'attaque britannique contre Mercel-Kémir le 3 juillet 1940 et l'expédition avortée en Mongolie de Dakar du 23 septembre au 25 septembre suivant, les Allemands accorderont des assouplissements de ces règles afin de permettre à l'administration pétainiste de renforcer ses forces armées essentiellement outre-mer. Le gouvernement pétainiste s'attachera à valoriser à ses propres yeux, mais surtout à ceux de la population française, cette apparence de souveraineté qui s'appuie effectivement sur une continuité administrative. Les ministères traditionnels de la Troisième République ont, peuplant les divers hôtels de la culture, repliés à Vichy, une partie de leurs archives et leurs cadres centraux, épurés des républicains et des démocrates, des francs-maçons et des juifs. Et ils continueront à administrer en zone nord sous le contrôle étroit des services de l'administration militaire allemande et dans les limites des restrictions qu'elle impose, en zone sud sous la vigilance attentive des Allemands exercée par l'intermédiaire des envoyés allemands de la commission d'armistice chargée de veiller à l'application de ces termes, y compris jusqu'en Afrique du Nord. Et puis il y aura la ligne de démarcation, ligne de séparation militaire entre forces allemandes au nord et françaises au sud, qui va être transformée par l'occupant en véritable frontière intérieure, plus ou moins franchissable selon leur bon vouloir pour les personnes privées ou les fonctionnaires. Et même en ce qui concerne les productions agricoles et industrielles nécessaires à la vie des Français, dont environ 15 à 40 millions sont en zone sud. Les 3 quarts du blé et du charbon français sont produits en zone occupée, ainsi que presque tout l'acier et le textile. Seuls Pierre Laval et Fernand de Brino, l'ambassadeur, entre guillemets, de Vichy à Paris, auprès du haut commandement militaire allemand en France, disposent pour franchir la ligne de démarcation d'un laissez-passer permanent. Avec l'invasion de la zone sud par la Wehrmacht, le 11 novembre 1942, sans que le régime pétainiste n'oppose la même résistance, le sabotage de la flotte à Toulon, la dissolution de l'armée de l'armistice dès le 27 novembre 1942, avec la perte en cette fin 1942 de l'autorité de Vichy sur le Maroc et l'Algérie, où ont débarqué les anglo-américains, sur l'Afrique occidentale française, Djibouti, Madagascar et la Réunion, que suivront en 1943 les ralliements de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe au Comité français de libération nationale. Et en septembre-octobre, l'insurrection libératrice de la Corse, avec aussi l'installation dans les principales villes de la zone sud, de la Gestapo, qui arrêtera qui elle voudra, la fiction de la souveraineté de l'État français s'effondrera totalement. Le premier régiment de France, fort de 2760 hommes, dont les Allemands ont, à l'été 1943, organisé la Constitution, n'aura eu d'autre utilité que de présenter les armes à Pétain et à ses ministres, entre guillemets, et hélas de participer à l'été 1944 aux côtés de la milice, des GMR et des Allemands à quelques opérations pour les maquis, avant de se désagréger au moment où l'insurrection libérative de la France, tandis que les cadres collaborateurs les plus compromis du soi-disant État français entamaient dans les faux ronds de la Wehrmacht en retrait une fuite éperdue vers le Reich. Il y a quelques semaines, Arte a présenté une émission consacrée au dernier avatar caricatural du régime de Vichy, installé à fin 1944 dans le château des Hohenzollern à Degmaringen, au sud de l'Allemagne, à savoir la commission gouvernementale présidée par De Brinon, qui s'attachera encore à singer quelque temps un fonctionnement de type étatique avec mini-troupes militaires, un quotidien, la France, une radio, ici la France, des ambassadeurs japonais, bien sûr, italiens et allemands, avant de partager l'effondrement final du Troisième Reich. Lors de son discours de Brazzaville, en octobre 1940, le général de Gaulle avait déclaré, évoquant le régime installé à Vichy en juillet précédent. Cédant à une panique inexcusable, les dirigeants de rencontre ont accepté et subissent la loi de l'ennemi. Cependant, d'innombrables preuves montrent que le peuple et l'Empire n'acceptent pas l'horrible servitude. Des milliers de Français ou de sujets français ont décidé de continuer la guerre jusqu'à la libération. Des millions et des millions d'autres n'attendent pour le faire que de trouver des chefs dignes de ce nom.
chefs dignes de ce nom, ils les trouvèrent dans les combats de la France libre et de la résistance intérieure. Le général de Gaulle et Jean Moulin les symbolisent, ainsi que tous les combattants de la France libre et de la résistance. Refusant l'asservissement de notre pays et porteurs de ses valeurs, c'étaient eux les continuateurs de la France, celles des Lumières, des idéaux démocratiques et humanistes de la Révolution française, et non évidemment ceux qui savaient dire dans l'obéissance aux occupants et la complicité avec ses crimes. Non, l'État français n'était pas la France. Il me revient en mémoire un autre général, un général romain du 1er siècle avant notre ère, le général Quintus Sertorius, et qui va s'opposer au dictateur Pompée Marius Sylla, corrompu, et se réfugier en Hispanie, où il instaura pendant quelques années, un régime démocratique. Pierre Corneille lui a consacré une pièce qui s'appelle Sertorius. Permettez-moi, c'est très court, de vous citer quelques vers. Je n'appelle plus Rome un entour de murailles que ses proscriptions comblent de funérailles. Ces murs, dont le destin fut autrefois si beau, n'en sont que la prison, ou plutôt le tombeau. Mais pour revivre ailleurs, dans sa propre force, avec les faux romains, elle a fait plein divorce. Et comme autour de moi, j'ai tous ses vrais appuis, Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis. Eh bien, entre juillet 1940 et l'été 1944, la France n'était ni à Paris, ni à Vichy, avec ses faux romains, je veux dire ses faux français. La France était à Londres avec le général de Gaulle. Elle était à Brazzaville et bientôt à Alger. Elle était aussi dans les montagnes du Vercors, les maquis de l'Ain, des Glières et des Limousins. Elle était avec les groupes de combat urbains partout à travers le pays. Et elle allait bientôt rentrer chez elle, dans Paris insurgé, dans Paris libéré. Il faut, ainsi que nous y a invité le président de la République le 16 juillet dernier, ne pas refuser la réalité historique et nommer les choses, c'est-à-dire les actes, les responsabilités et les responsables. Si d'évidence, il n'y eut pas 40 millions de résistants, pas plus qu'il n'y eut, n'en déplaise à feu Henri Amouroux, 40 millions de pétainistes, il y eut bien des résistants qui, au fil des mois, hélas de leur sacrifice, reçoivent la plus grandissante de la population sans laquelle ils n'auraient pu mener leur combat. Il y eut aussi des collaborateurs, complices actifs de l'occupation de notre pays, des répressions, tortures, fusillades et déportations. On ne peut accepter, parce qu'elle est fausse, l'idée que tous les Français auraient été coupables, ne serait-ce qu'en ne s'opposant pas directement et explicitement à l'État français. Car dire que tous seraient plus ou moins coupables relativise la bien réelle et criminelle responsabilité, non seulement des dirigeants du gouvernement pétainiste, mais aussi de tous ceux qui participaient au pillage de notre pays, au profit de l'occupant et du leur, et avec zèle à la répression à l'encontre des résistants, à leur déportation, à celle des Juifs, tant étrangers que français. En effet, de France partirent, avec la complicité des dirigeants de l'État français, vers les camps de concentration, Buchenwald, Mauthausen, Dachau, Ravensbrück et tant d'autres, plus de 70 000 déportés résistants, dont on ne peut que regretter que leur mémoire et leur combat qui fut l'honneur ne soient pas plus présents dans les manuels d'histoire, dans les films et téléfilms au grand public, ainsi que pour un voyage sans retour vers les camps d'extermination, tels Auschwitz, Treblinka, Majdanek, plus de 75 000 hommes, femmes, enfants, victimes de ce que, depuis les années 60 et 70, on appelle la Shoah ou l'Holocauste. Holocauste, terme privilégié par les anglo-saxons, et que tout en disant employé pour être compris, Primo Levi disait rejeter. Car parce que ce terme, en grec ancien, fait référence à l'idée présente dans l'Ancien Testament de sacrifice d'une offrande à Dieu par le feu. Ce que ne saurait être l'assassinat de millions de personnes dans les chambres à gaz et les fours crématoires. Il en a de même pour le terme Shoah, qui en hébreu signifie catastrophe. Il est évidemment vrai, que l'extermination de 5 à 6 millions de Juifs a été une catastrophe. La mort par la famine programmée, l'exploitation esclavagiste des massacres de plus de 10 à 12 millions de civils soviétiques, ainsi que celle de plusieurs millions de civils chinois perpétrés par les nazis et les militaro-fascistes japonais ont été aussi des catastrophes. Il y en a eu hélas encore d'autres de même nature, sinon de même ampleur. Et le terme catastrophe est aussi employé pour les événements dramatiques, découlant de causes naturelles, tels le récent ouragan Irma, ou accidentels, comme l'explosion de réacteurs nucléaires à Tchernobyl. Or, le massacre des Juifs par les nazis
durant la Seconde Guerre mondiale ne fut ni un sacrifice à Dieu, ni la conséquence de causes naturelles occidentales, et eut une spécificité particulière parmi les dizaines de millions de victimes civiles et militaires de cette guerre. Elle fut la volonté d'exterminer totalement toute une population, hommes, femmes, enfants. C'est cela, cette volonté d'extermination totale, qu'au-delà du nombre des victimes, le tribunal de Nuremberg qualifia de génocide. Un terme de fait bien plus précis que ceux de Shoah ou Holocauste, aujourd'hui universellement employés et compris. Car le génocide, c'est une politique délibérée, qui a des motivations idéologiques, économiques, religieuses, racistes. Une politique qui a des responsables quant à sa conception et sa mise en œuvre, qui a des décideurs et des exécutants, qui a des profiteurs. Ce fut, en ce qui concerne la volonté d'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants et idéologues nazis, les chefs de la Gestapo, du SD, les Waffen-SS et de nombreux gradés de la Wehrmacht, les commandants et gardiens SS Totenkopf, les camps de concentration, les Gauleiter, les médecins et scientifiques criminels nazis. Ce furent aussi les dirigeants des grands groupes industriels allemands, pas seulement de l'IG Farben, qui fabriqua le Zyklon B, qui profitèrent de la main-d'œuvre servile des camps avant sa mise à mort, et qui ont encore aujourd'hui pignon sur rue. Ce furent, à travers l'Europe, des collaborateurs des nazis à la déportation des Juifs, et donc à leur assassinat, tels en France, les Pétain, Laval, De Brinon, Darlan, Pucheux, Bousquet, Leguet, Touvier, Papon, et ceux qui, par leurs écrits, y appelèrent, tels les Bucher, Suarez, Bradley, Céline, Diola, Rigaud-La Rochelle, et bien d'autres, et la milice. Si Pétain, condamné à mort, fut gracié, en partie du fait de son grand âge, et mourut en détention. Si Laval, De Brinon, Pucheux, Darlan et quelques autres dignitaires du régime dit de l'État français ou de Vichy, si les assassins par la plume et la parole, tels Brasillac, ainsi qu'un grand nombre de tortionnaires de la milice, des brigades spéciales et de la Gestapo française, connurent pour leur crime le châtiment suprême, d'autres collaborateurs, tels d'Arquet de Pellepoix, y échappèrent en se réfugiant en Espagne ou en Amérique latine. Pire, nombre d'autres, de second rang, mais tout aussi nocifs, car ayant été les exécutants et même les exécuteurs, condamnés puis graciés, et enfin amnistiés, réintégrèrent souvent, avec armes et bagages idéologiques, les administrations, y compris la police, avec rappel d'ancienneté, ou intégrèrent les sphères politiques, culturelles, journalistiques, économiques, y jouant à tout le moins des rôles de mentors sinon de premier plan. Deux ou trois exemples, ce ne sont hélas que des exemples. Georges Albertini, il devint en 1942 comme secrétaire général le second de Marcel Déat, chef du Rassemblement National Populaire, le RNP, l'un des deux principaux partis de la collaboration avec le PPF de Doriot. Fut éditorialiste du National Populaire, l'organe du RNP, y dénonçant en juin 1942 le communisme entreprise juive. Arrêté à la Libération, condamné à 5 ans de prison, Albertini fut un temps emprisonné à Fresnes, dans la même cellule que le banquier Hippolyte Vance, et il fut définitivement amnistié par le décret du 13 mai 1951. Entré à la banque Worms, il fondera en 1948 une association d'études et d'information politique internationale, l'AIPI, qui publiera un bulletin spécialisé qui deviendra la revue Est-Ouest en 1956. L'AIPI sera un think tank, dirait-on aujourd'hui, qui fournira sur le communisme, l'Union soviétique et le syndicalisme des études et des éléments de langage, dirait-on encore aujourd'hui, à Antoine Binet, Georges Pompidou, et via Pierre Juillet et Marie-France Garon, à Jacques Chirac. Il prodiguera, via un institut supérieur du travail, IST, fondé par son proche Claude Armel, lui aussi un condamné de 45 puis amnistié de 51, ses conseils à Alain Madelin, Patrick Devedjian, Gérard Longuet, Hervé Noël. Albertini aura ainsi joué un rôle dans l'organisation de la CGT France ouvrière à sa création en 1947. Autre collaborateur, autre secrétaire général depuis juillet 1941 de l'autre grand parti collaborateur, le PPF de Doriot, Victor Barthélémy, qui fournira plusieurs centaines de militants du PPF les 16 et 17 juillet 1942 pour aider la police française lors de la rafle du Veldiv, fut à la Libération condamné à plusieurs années de prison. Cela ne l'empêcha pas de participer en 1972 à la création du Front National, dont il va être, aux côtés de son président Jean-Marie Le Pen, secrétaire général jusqu'en 1978. Il côtoiera la direction du FN de Pénis d'autres anciens, tels Léon Gaultier, ancien secrétaire général à l'information du gouvernement pétainiste, et ancien Untersturmführer Raphaël Hess, Pierre Bousquet,
Autre facette est celle de la division Charlemagne, qui sera trésorier du Front National de 1972 à 1980. François Brignot, ancien milicien et vice-président du FN. Roland Gaucher, responsable de février 42 à 1944 des jeunesses du Rassemblement National Populaire, qui demanda le 22 avril 1944 au régime de Vichy de dresser, je cite, de dresser des listes d'otages et des pelotons d'exécution, un rythme plus soutenu. Condamné fin 1944, libéré en 1949, devint conseiller régional Front National de Picardie en 86-87, de Franche-Comté de 92 à 98, député européen du 16 avril 86 au 24 juillet 89. Journaliste, il avait collaboré à Est-Ouest d'Albertini et à l'autojournal de Robert Arsan. Robert Arsan, ancien fondateur et dirigeant du groupuscule néo-nazi Jeune Front, qui fit le coup de poing contre les manifestants du 11 novembre 40 à l'Étoile, condamné à la libération à 10 ans d'indignité nationale. Amnesty en 52 avait fondé avec son ami Jean-Marie Vallès, un autre entre guillemets ancien, l'autojournal, premier titre, ce qui deviendra l'Empire de Presse Ersan, le Figaro, l'autojournal, La Voix du Nord, le Midi Libre, l'Est républicain, le Dauphiné libéré, etc. Et Ersan sera entre 1956 et 88 député de l'Oise pendant près de 25 ans, avec des étiquettes allant de radical socialiste à UDI. Or, on l'oublie souvent. Si les résistants se sont attachés, évidemment, au grand jour, à transmettre les valeurs de la résistance, et la NAC, sans être la seule qui a pris une grande part, les anciens collaborateurs, les anciens pétainistes, ont eux aussi transmis la mémoire. Leur mémoire, alors d'abord insidieusement et de plus en plus ouvertement. Et leurs descendants, éventuellement familiaux, mais surtout idéologiques, se sont attachés et s'attachent à en moderniser les concepts, notamment dans les domaines de l'immigration, de l'identité nationale et de la sécurité, et à les diffuser avec le concours des médias de masse et des réseaux sociaux, dans un contexte de crise politique, économique et sociale, tant nationale qu'internationale. Il n'est guère besoin de longues démonstrations pour faire le constat de la montée du racisme et de la xénophobie dans notre société, dont les principales victimes, tant au niveau des discours et des discriminants, que des manifestations d'hostilité, même de violence les visant, sont les immigrés et réfugiés venant d'Europe de l'Est, mais surtout du Proche-Orient, arabo-turc, Syrie, Irak, de l'Asie du Sud-Est, pas du Sud-Est, pardon, de l'Asie du Sud-Ouest, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, d'Afrique subsaharienne, Mali, Côte d'Ivoire et orientale Érythrée, fuyant la répression, la guerre, la famine. Il y a, conforté par les discours non seulement de Marine Le Pen et de dirigeants du Front National, mais aussi de leaders de la droite extrême qui parlent d'invasion, de changement de population française, de menaces contre notre identité nationale, des manifestations d'hostilité, voire de graves violences à l'égard de composants, notamment d'origine maghrébine et africaine, de la population française, tels les jeunes de banlieue, nés et élevés en France, par ailleurs victimes de discrimination sur le plan de l'emploi et du logement. Et l'on ne saurait oublier les actes d'agression spécifiques à l'encontre de membres de la communauté juive, que suscitent de fait les discours d'un Dieudonné, à l'hostilité pathologique à l'égard des juifs, ou s'inscrivant dans un discours djihadiste, hostile d'ailleurs à l'égard de tous les infidèles, qu'ils soient juifs, chrétiens, yézidis, bouddhistes ou athées, ainsi que ceux découlant d'une inacceptable transposition dans notre pays du conflit opposant israéliens et palestiniens, Israël aux pays arabes voisins. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics d'être vigilants à l'égard de tous ces phénomènes négatifs, que la crise économique, sociale, politique et des valeurs, jointe à la dangerosité de la situation internationale, risque d'amplifier. Il y a là un terreau qui n'est pas sans rappeler, sans pour autant faire des raccourcis historiques abusifs, la situation dangereuse qui conduisit à la catastrophe à la fin des années 1930. Il serait illusoire de penser que la mémoire des ravages matériels et humains de la Seconde Guerre mondiale en Europe, que la justice internationale mise en place à Oran à son issue, qui établit les crimes contre la paix, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide, seraient des antidotes contre la résurgence sur notre continent des démons qui l'ont ensanglanté entre 1930 et 1945. Le conflit meurtrier entre protestants et catholiques en Ulster, les tragiques épurations ethniques dans l'ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, Croatie et au Kosovo, ainsi que les conflits armés dans l'Est et le Sud de l'Ukraine trouvent hélas le contraire. Il a été de bon ton d'opposer la mémoire et l'histoire, l'une étant présentée comme subjective, l'autre ayant un caractère scientifique revendiqué par de nombreux historiens. C'est là une opposition dans laquelle on ne saurait se laisser enfermer. Lors des procès Barbie, Touvier et Papon, les témoins ont été essentiels
pour établir la vérité, la véracité des faits et la culpabilité criminelle des inculpés. Et le travail des historiens a été essentiel pour combattre les thèses révisionnistes. Ils se sont vus confier un rôle d'experts du passé. De plus, ayons présent à l'esprit que la mémoire orale ou écrite est, quoi que certains en disent, un matériau indispensable aux historiens, et que nombre de documents d'archives, autres matériaux d'études des historiens, sont empreints de la subjectivité de ceux qui les rédigèrent. Le 16 avril 1992, l'expression « devoir de mémoire » apparaît pour la première fois dans les colonnes du journal Le Monde, consacrées au non-lieu alors prononcé en faveur de Paul Touvier, et sera reprise dans plusieurs autres journaux et médias nationaux et régionaux. En juin 1993, les élèves passant l'épreuve de philosophie du baccalauréat en série A dans les académies d'Amiens, Créteil, Paris, Lille, Rouen et Versailles auront à plancher sur le sujet. Pourquoi y a-t-il un devoir de mémoire? L'émission télévisée La Marche du siècle, du 30 juin 1993, présentée par Jean-Marie Cavada sur France 3, aura pour thème le devoir de mémoire. En 2003, l'expression entra dans le Larousse avec cette définition, l'obligation morale de témoigner individuellement ou collectivement d'événements dont la connaissance et la transmission sont jugées nécessaires pour tirer les leçons du passé. De fait, tant dans les médias qu'au sein de l'éducation nationale, la notion de mémoire, de devoir de mémoire, c'est un constat, concerner essentiellement, sinon exclusivement, la déportation. Et encore plus spécifiquement, la déportation de caractère racial. Ce qui relativise dans la prise en compte de ce devoir de mémoire la déportation dite politique ou pour faire de résistance, ainsi que plus largement encore l'ensemble de la politique de collaboration et de répression de l'administration pétainiste et de l'occupant, ainsi que du combat de la résistance. L'approche morale et émotionnelle du devoir de mémoire est légitime et cependant insuffisante pour comprendre et faire comprendre ce que furent par exemple la nature du nazisme. Non seulement ses dimensions idéologiques, mais aussi ses motivations économiques, les fondements du pétainisme et de sa politique de collaboration, ainsi que les valeurs patriotiques, démocratiques, sociales et humanistes qui motivèrent l'action des résistants, insuffisamment prises en compte dans les manuels d'histoire, largement sous-estimées ou ignorées dans les médias quand elles ne sont pas falsifiées. Connaître l'histoire de notre pays, de l'Europe et du monde, dans ces années de l'entre-deux-guerres, est indispensable pour comprendre la montée du fascisme et le développement de la Seconde Guerre mondiale. Avec les choix que firent les uns du fascisme, avec ses crimes inhérents, les autres du combat antifasciste pour les valeurs démocratiques et humanistes, elle l'est pour comprendre les enjeux et faire prendre conscience des risques du présent. Il y a un besoin de mémoire qui implique un travail d'histoire. C'est de la responsabilité des enseignants et d'associations comme la NAC, de structures comme les fondations, que de répondre à ce besoin et d'effectuer ce travail. Non dans une concurrence stérile ou avec des postures corporatistes, mais dans une coopération pour faire avancer la connaissance et transmettre la mémoire la plus authentique possible, tant des combats que des valeurs des résistants. Des Français libres qui, ensemble et conjointement aux Alliés, ont contribué à libérer la France. Et qui, à partir des travaux de l'Assemblée consultative provisoire d'Alger et du programme du Conseil national de la résistance, ont dessiné des contours de la France rénovée en 1944-1945 que ceux qui la libérèrent ont une mur démocratique et socialement solidaire. Les remises en cause successives qui connurent depuis la libération n'ont pas été pour rien dans la réapparition au grand jour des courants d'extrême droite, et l'on revient en se grandissant. De nouvelles ne pouvant qu'accroître le danger qu'ils représentent. Rappelons-nous que l'essor du fascisme entre les deux guerres est indissociable de la grave crise sociale qui frappe à la population. Transmettre aux jeunes générations la connaissance et les enseignements de l'histoire. Tel est le sens de notre participation au cours national de la résistance et de la déportation, avec la volonté que nous avons de le développer, ce qui implique d'éviter une sorte de technocratisation qui menacerait le concours, qui s'accentuerait encore plus la relativisation constatée au sein des jurys du mouvement associatif qui en fut à l'origine, qui entend rester un indispensable acteur précieux, parce que relais avec les témoins, la mémoire des témoins quand ceux-ci nous auront quittés, et intermédiaire avec la population. Nous sommes aussi attentifs à ce que soient maintenus les palmarès départementaux, avec les remises de prix aux lauréats, car l'éloignement des uns et des autres dans les capitales régionales que la réforme régionale a parfois éloignées irait à l'encontre de l'enracinement du concours, condition de sa pérennité de son développement. Depuis le 19 juillet 2013, largement conséquence de la bataille menée pendant près de 25 ans par la NAC, le 27 mai est devenue officiellement la Journée nationale de la résistance.
Il nous appartient de la faire vivre avec le concours le plus large possible de la population et des scolaires, en impliquant les enseignants et de veiller à ce que soit assuré, lors de cette journée, l'expression du mouvement associatif résistant et ancien combattant, que la présence d'un message ministériel ou présidentiel ne saurait hypothéquer. Nous devons aussi être attentifs et dénoncer, quand nécessaire, les altérations ou falsifications dans les médias de la réalité historique concernant la résistance, comme ce fut le cas, par exemple, des derniers scandaleux épisodes de la série télévisuelle Le Village français. Pour conclure, évoquons l'écrivain Paul Valéry, qui, alors secrétaire de l'Académie française, prononça l'éloge funèbre d'Henri Bergson, membre de l'Académie, prix Nobel de littérature 1927, grand croix de la Légion d'honneur, mort le 4 janvier 1941 à Paris en zone occupée. Le juif Henri Bergson, comme ne manquèrent pas de l'appeler les pires collaborateurs, membre du Front National pour l'indépendance de la France, Paul Valéry décédera le 20 juillet 1945. À la demande du général de Gaulle, qui les présidera personnellement, les funérailles nationales lui seront faites sur l'esplanade du Trocadéro. Nous qui sommes les membres, les militants d'une association porteuse de la mémoire des combats et des valeurs de la résistance, mémoire que nous voulons transmettre aujourd'hui et demain. Méditons cette pensée de Paul Valéry, la mémoire est l'avenir du passé.